Monsieur le ministre, Madame la professeure du CNAM, chère Nicole, chers collègues, Mesdames, Messieurs, vos applaudissements valent tous les discours et nous sommes très heureux d'accueillir Michel Barnier ce soir. Je voudrais saluer tous ceux qui sont présents ce soir. Saluer aussi parce que, Monsieur le ministre, votre conférence est diffusée à des élèves ingénieurs. Et donc je salue ces élèves ingénieurs qui suivent à distance qui vont suivre votre conférence. Alors pour nous, c'est un plaisir tout particulier que de vous accueillir. C'est un des moments importants de ce Forum Europe qui rythme la vie de l'établissement. Et grâce à Nicole Niesotto, nous avons des moments très importants pour avancer sur les questions européennes et pour écouter des acteurs particulièrement prestigieux de ces questions. Sans rappeler toute votre carrière, ça serait beaucoup trop long et je veux surtout évidemment laisser la place à votre intervention. Il y a peu, Monsieur le ministre, de responsables en France qui connaissent l'Europe mieux que vous. Vous en êtes l'un des acteurs depuis très longtemps, ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères, eurodéputé, 2 fois commissaire européen. On peut dire que l'essentiel de votre parcours politique est européen. Et puis, vous avez aujourd'hui cette mission particulièrement névralgique de négociateur en chef qui vous a été confiée par Jean-Claude Juncker. Aujourd'hui, c'est effectivement un moment important pour l'histoire et la construction politique de notre continent. Vous l'avez rappelé il y a quelques jours, vous en êtes déjà au 6e cycle de négociations et vous avez salué l'importance de ce travail et aussi évidemment toutes ces difficultés. Nous sommes évidemment très attachés à vous écouter, très attachés aussi à porter à travers cette réflexion cette question européenne. Nous le faisons à travers des discussions, nous la faisons aussi en essayant d'intervenir au service des grandes questions que pose l'Europe et en particulier au sein du Conservatoire. Nous le faisons par exemple pour l'accueil des réfugiés qui s'inscrivent de plus en plus, nous l'avons rappelé, dans une dimension européenne. Donc, Monsieur le ministre, je vais laisser la parole à Nicole, mais en tout cas, mille merci, je le sais, dans un agenda particulièrement contraint, d'avoir trouvé le temps pour venir nous parler et pour vous dire tout l'honneur et le plaisir que nous avons à vous accueillir. Merci beaucoup. Je vais ajouter très peu de choses. Michel Barnier, merci beaucoup. Je crois que nous avons beaucoup de chance et j'espère qu'on en est tous conscients d'avoir aujourd'hui avec nous au Forum Europe la personne qui, je crois, a le plus d'importance pour l'avenir de la construction européenne. Et je le dis très sincèrement, incidemment, vous êtes important pour l'avenir de la Grande-Bretagne, mais c'est moins notre problème maintenant depuis qu'elle a décidé son Brexit. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous dirigez une négociation qui a un enjeu majeur pour l'avenir de la construction européenne. Et voilà, je voulais juste exprimer ma reconnaissance. Vous connaissez l'Union européenne, je dirais presque de façon intime, charnelle, de l'intérieur, beaucoup plus que moi qui la connais aussi de façon un peu trop livresque. Et donc, de partager avec nous votre expérience et votre analyse des enjeux européens à l'heure du Brexit est un très grand plaisir. Et donc, je vous cède immédiatement la parole et nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Il faut juste appuyer sur le bouton. Appuyer sur le bouton. Merci d'abord à vous deux, Nicole, Olivier, pour vos mots, pour votre accueil, pour cette invitation. Et merci à chacune et chacun d'entre vous. Je peux rester là, non? Parce que c'est pas que je suis fatigué, mais je me sens mieux comme ça. Et puis merci à chacune et chacun d'entre vous de prendre un moment pour ce temps d'écoute et de dialogue sur un sujet qui n'a jamais été facile dans notre pays. On voit bien d'ailleurs que c'est cette question européenne qui traverse, qui clive dans les grands partis politiques et les plus petits, les divisions. Vous n'avez pas devant vous un super technocrate européen.
même si je suis aujourd'hui directeur général de la Commission, après avoir été 2 fois commissaire et en charge de cette négociation, je suis un homme politique et fier de l'être. Et je me fais une certaine idée de la politique, hein, comme je me suis toujours fait une certaine idée de mon pays depuis mon premier engagement derrière le général de Gaulle quand j'avais 14 ou 15 ans, et que j'ai vu depuis mon lycée Jean Moulin à Albertville, le général de Gaulle accueillir le chancelier allemand Konrad Adenauer. J'ai cette photo dans mon bureau d'ailleurs à Bruxelles, que je l'ai toujours transportée avec moi dans toutes mes missions. Une photo en couleur où on voit ces 2 géants se regarder l'un l'autre avec un respect infini. Et dire, c'était au moment du traité de l'Élysée, en 63, 64, 65, il ne s'agit pas seulement de se réconcilier. Et Dieu sait si Français et Allemands avaient des raisons de se réconcilier après les 3 guerres. C'est Victor Hugo qui qualifiait les guerres entre Européens de guerre civile. Hein. Mais aussi, nous allons construire l'Europe de demain. Et jusqu'à aujourd'hui, et y compris avec le président Macron, qui a un fort engagement européen, j'en suis profondément heureux, tous ceux qui ont succédé, d'un côté comme de l'autre, au chancelier Adenauer et au général de Gaulle, ont poursuivi, amplifié, corrigé cette construction commune qui est, de mon point de vue, l'une des plus belles constructions politiques. Quelquefois, on me demande ce que c'est pour moi la politique quand je rencontre des jeunes ou des étudiants. Et je dis, la politique, c'est quoi? C'est avec des convictions, il faut en avoir, avec des valeurs, c'est nécessaire. Le mandat qu'on vous confie pendant un temps limité, souvent l'argent des contribuables que vous avez à gérer pendant ce mandat-là, les lois qu'on vous permet de faire ou que vous devez faire, à Bruxelles ça s'appelle des directives ou des règlements, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Conviction, budget, loi, valeurs, vous devez créer du progrès. Voilà ce que je pense, moi, de la politique. Créer du progrès collectif. Je ne dis pas du bonheur collectif, mais je pourrais presque le dire, du progrès collectif. Et se dire, au terme de son mandat, est-ce que la situation que je laisse au moment où je pars, après 5, 6 ans, 10 ans parfois, est-ce que la situation est meilleure qu'au moment où je suis arrivé? Voilà. Ça, me semble-t-il, l'action publique. Et en tout cas, c'est toujours comme ça que je l'ai conçu. Et dans mes différents mandats, vous avez oublié, heureusement, vous avez été assez bref sur mon parcours, mais j'ai quand même passé une bonne vingtaine de ma vie à diriger, animer l'action locale dans mon département de la Savoie. Et organiser d'ailleurs aussi, j'en reste assez fier, les derniers Jeux Olympiques que la France a organisés en Savoie, à Albertville. Je me suis toujours dit, au terme de mes mandats, est-ce que la situation est meilleure? Voilà. Et jusqu'à maintenant, je me suis dit, tiens, on a créé du progrès collectivement. Et si c'est bien ça la politique, mesdames et messieurs, sur un continent où il y a eu tant de tragédies, naturellement les camps de concentration, la Shoah et ces guerres épouvantables, où il y a tant d'inégalités. Le fait que 28 nations, dont chacune veut garder son identité, sa différence avec l'autre, sa langue, sa culture, ses traditions, mais choisissent volontairement, démocratiquement, sans que personne ne les y oblige. Et d'ailleurs avec la capacité de se retirer, comme le Brexit le démontre. Ça prouve bien qu'on n'est pas prisonnier de ce projet. Mutualisent leur destin, mutualisent une partie de leur souveraineté. N'abandonnent pas la souveraineté, on la partage. On construit parfois une souveraineté supplémentaire et nouvelle. Décident de mettre ensemble des politiques. Ça, c'est le projet européen depuis 1950, depuis que quelques hommes d'État, c'est pour ça qu'il ne faut pas désespérer de la politique, courageux, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, décident cette mutualisation. Et commence par quoi pour que ça marche et que ça tienne, qu'on n'ait pas seulement envie d'être ensemble, comme on avait déjà eu envie d'être ensemble au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec le résultat qu'on a connu tout de suite après, mais pour qu'on ait aussi intérêt à être ensemble, qu'on ait besoin d'être ensemble. Il décide de commencer par l'économie,
le charbon et l'acier. C'est d'ailleurs assez improbable puisque ce sont les deux matériaux de la souveraineté, de la puissance et de la guerre d'ailleurs dont il s'agissait. Et on décide de mutualiser la production de charbon et d'acier. Et ensuite, on continue par étapes successives de marché unique, le traité de Rome, le marché commun, pardon, et des politiques communes. Voilà. Ce projet, évidemment, a plein de défauts. Il a des faiblesses, il a plein d'insuffisances. Mais si je me suis permis de commencer mon propos par ce rappel historique, c'est pour mettre les choses en perspective de cette histoire qui n'est pas si lointaine et des promesses que ces hommes d'État ont faites et qui ont été respectées. Et notamment la promesse de stabilité, de paix et de démocratie entre ces pays. Au départ 6 et aujourd'hui 28 et bientôt 27. Mesdames, Messieurs, Angela Merkel disait il y a quelques jours l'avenir de l'Europe est bien plus important que le Brexit. Et je pense qu'elle a raison. Alors je dirais sans doute un mot du Brexit, sinon vous pourriez peut-être être déçus tout à l'heure. Mais je voudrais commencer par parler de cette Europe dont j'ai rappelé et le fil conducteur et l'histoire, et ceux qui en sont à l'origine. Et peut-être, si vous me le permettez, en m'aidant de quelques slides qui illustreront mon propos, dire qu'on ne peut pas parler de l'Europe sans regarder le monde tel qu'il est autour de nous. Le regarder avec les yeux ouverts, avec lucidité. Pas dans un rétroviseur comme tant d'hommes politiques français à droite ou à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche le font, avec une sorte de nostalgie, comme si on... évidemment, on peut dire certaines fois que c'était mieux avant. Mais le rôle d'un homme politique, c'est pas de... Bien sûr, c'est d'avoir une mémoire, de se souvenir de l'histoire, d'où on vient, mais c'est aussi de préparer des décisions pour demain. Je crois que c'est Pierre Mendès France qui disait ne jamais sacrifier l'avenir au présent. Jamais sacrifier l'avenir au présent. Et prendre des décisions qui sont évidemment difficiles dans le présent, mais qui doivent s'inscrire dans une perspective d'avenir. Et donc je voudrais commencer pour parler de l'Europe et pour expliquer les raisons que nous avons de rester ensemble dans le monde d'aujourd'hui, illustrer la situation de ce monde par quelques slides. D'abord, c'est M. Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui disait il y a 48 heures « Ce monde est devenu imprévisible et chaotique. Il est aussi un monde injuste. » Alors j'essaie de voir ce que ça donne. Rien. Ça fait un joli bruit, mais j'ai besoin qu'on vérifie comment on passe les slides. Peut-être les passer vous-même parce que... voilà. C'est bon. Non, la première. Voilà. Laquelle? Ah, mais c'est pas ce qu'on m'avait dit. J'appuyais pas sur le bon bouton. Bon, cette slide, elle montre simplement une chose, c'est que ce monde est très injuste. C'est la nouvelle carte mondiale, si je puis dire, à partir de la richesse de chacun des pays. Et vous voyez, par exemple, que l'Afrique n'existe quasiment plus sur cette carte. Et que c'est tout à fait au nord de l'hémisphère que se trouvent États-Unis, Amérique du Nord, Europe et en partie en Asie, les pays les moins pauvres. Et dans ce monde-là, vous avez 900 millions d'êtres humains qui vivent avec moins de $2 par jour. Dans ce monde-là, d'ailleurs, je viens de parler de l'Afrique qui a disparu de cette carte du développement. Vous avez une autre carte qui montre prise de nuit et de loin où se trouve l'électricité, où elle ne se trouve plus. Voilà. Comment on peut imaginer, mesdames et messieurs, qu'un continent aussi immense que ce continent africain, qui est juste à côté de nous et qui l'est durablement,
reste aussi pauvre, n'ait pas les moyens de son développement, notamment le premier moyen qui est celui de l'électricité. Évidemment, cette pauvreté, elle sert de terreau à tous les extrémismes, à toutes les démagogies aussi, à toutes les exploitations et en particulier à ceux qui utilisent la pauvreté, je pense à l'islam radical et à d'autres formes de terrorisme pour mettre en cause la stabilité du monde. Et là, vous avez sur cette carte les différents foyers depuis un certain nombre d'années d'attaques terroristes et de troubles ou d'instabilité. N'imaginons pas une seconde que notre continent, on le sait d'ailleurs, puisque les attentats terroristes commis quelquefois, souvent même par des citoyens de nos pays, sont au cœur même de nos sociétés, comme on l'a rappelé hier ou avant-hier avec la tragédie du Bataclan et d'autres attentats à Paris. Une autre conséquence de cette situation de pauvreté, de violence, d'instabilité, c'est évidemment que quand les gens n'ont pas de quoi vivre, n'ont pas d'avenir chez eux, n'ont pas de quoi se nourrir, ils vont chercher un futur ailleurs. Et ça explique les mouvements de migration et évidemment des migrations qui sont dirigées vers les pays où on pense qu'il y a un avenir, un espoir, et c'est le cas de l'Amérique du Nord, mais évidemment de l'Europe qui est de plus en plus sollicitée. Voilà, je le dis comme cela télégraphiquement et trop rapidement, chacune de ces cartes mériterait à coup sûr d'être commentée plus longuement. Dans le monde tel que je viens de le décrire, il y a une équation qui paraît impossible, c'est celle-ci. Et ce sont des chiffres que je vous demande de noter, auxquels il faut réfléchir. Nous représentons, nous, l'Union européenne à 28, 3% de la population du monde, de 3% du territoire du monde géographiquement, 6% de la population. Et cette proportion diminue, puisque nous sommes le seul continent qui vieillit et qui va perdre la population dans les 30 ans qui viennent. Tous les autres vont en gagner. 23% de la richesse mondiale et les dépenses sociales pour les Européens, le modèle social européen représente 50% des dépenses sociales du monde. Voilà. Comment on fait que ça continue ou est-ce que ça peut continuer? J'ai mis un dernier chiffre qui me paraît pas négligeable pour montrer que l'Europe c'est aussi un certain nombre de valeurs et de solidarité dans ce monde-là. Et c'est assez justifié, compte tenu de notre développement, c'est nous qui sommes le premier contributeur au développement du reste du monde, au titre de la solidarité. Il y a une autre slide que j'aime bien, elle a une petite histoire liée à ce que je fais en ce moment. C'est M. Cameron qui a publié, l'ancien Premier ministre britannique, qui a publié ce tableau il y a 5 ans lorsque j'étais commissaire au marché intérieur et j'avais deux grands chapitres d'action qui étaient de reconstruire l'architecture de régulation, remettre de l'ordre, un peu de transparence, de responsabilité, de morale, d'éthique dans les milieux financiers, là où elle avait disparu avec la crise. Et j'ai à ce titre présenté 41 lois de régulation financière aux Européens qui les ont adoptées, y compris pour la plupart les Britanniques. C'était le G20 et la feuille de route du G20 après la crise. Et puis j'avais le marché intérieur en charge, dans lequel j'ai essayé de faire un certain nombre de choses pour que ça fonctionne mieux. Par exemple, j'ai proposé un brevet européen qui n'existe pas depuis 40 ans pour protéger les inventions des entreprises. Le brevet européen, il coûte 35 000 € parce qu'il faut le traduire dans 24 langues si on veut être protégé dans toute l'Europe. Et j'ai proposé un brevet en 3 langues qui va coûter 6 000 € et qui sera bientôt opérationnel. M. Cameron, qui était très content de ce que je faisais pour le marché intérieur, a fait une brochure pour me soutenir. Il n'a pas fait la même brochure pour la régulation financière, mais il l'a fait pour me soutenir sur le marché intérieur. Et dans cette brochure, il y a ce tableau. Il est d'ailleurs plus grave qu'il n'apparaît là, puisque dans la première colonne, 2010, il y avait encore l'Italie, parmi les 4 seuls pays de l'Union européenne qui font partie du top 10 des économies du monde. Dans ce monde-là, c'est ce que montre ce tableau, nous sommes aujourd'hui 3 pays européens sur 28
qui font partie du top 10 et au rythme probable de l'évolution de l'économie des pays européens en question et de l'économie des autres régions du monde. Mesdames, Messieurs, dans ce monde-là, vous l'avez compris, parfois on nous espère encore, plus personne ne nous attend. Plus personne. Dans ce monde-là, tous les 10 ans, au rythme probable de l'évolution des uns et des autres, il y a un des 3 pays européens qui reste, qui est éjecté. Et en 2050, demain, pour les plus jeunes, c'est votre temps, il y a un seul pays européen qui est en 9e position. Il n'y a plus un seul pays européen dans le G8. Moi, je ne me suis pas engagé en politique comme vous avez pu le faire les uns les autres, même comme militant, peu importe les convictions. En tout cas, moi, je ne me suis pas engagé pour que mon pays soit spectateur. Je ne me suis pas engagé pour qu'on subisse. Je ne me suis pas engagé pour qu'on soit derrière la table où s'organise l'ordre ou le désordre du monde et qu'on subisse les décisions de ceux qui sont à la table et qui décident. Il faut qu'on soit à la table. Et ce tableau prouve une chose, c'est que si on n'est pas ensemble, on est derrière la table, on est spectateur. Mais on n'est pas seulement spectateur, on devient inexorablement, quand on ne l'est pas déjà dans certains domaines, sous-traitant ou sous influence de ceux qui sont à la table. Moi, je ne me suis pas engagé en politique à l'époque, derrière le général de Gaulle, pour qu'on soit sous-traitant et sous influence des Chinois ou des Américains. Je n'ai pas d'hostilité. Nous avons beaucoup de raisons de coopérer avec ces pays. Mais si nous ne sommes pas à la table, nous n'avons aucune chance de faire valoir nos valeurs, nos intérêts, nos idées, de compter et d'être respectés. J'ai complété ce tableau de M. Cameron par un autre tableau qui est là, voilà, et qui montre ce que ça donne si on reste ensemble, les 27 aujourd'hui. Hein. J'ai adapté ce tableau au Brexit déjà. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui montre que le Royaume-Uni va inexorablement sortir et que nous, à 27, 445 millions de citoyens, de consommateurs, une vingtaine de millions d'entreprises, petites ou grandes, nous sommes à 27 durablement à cette table, 2e, 3e ou 4e. Et encore, il faut faire attention. Voilà. Donc je dis simplement, M. Cameron avait fait ce tableau, ça n'a pas suffi pour convaincre les Britanniques. Il faut d'ailleurs se poser la question de savoir pourquoi ça n'a pas suffi. Mais ce tableau, il montre que si on n'est pas ensemble, on est foutu. Voilà ce que je pense. Enfin, du point de vue de notre influence, du point de vue de notre souveraineté, du point de vue de notre capacité à faire valoir nos intérêts et nos valeurs. Voilà. Et défendre notre modèle social, culturel, économique. Voilà. Et donc ça prouve une chose, c'est que personne ne nous demande d'abandonner notre patriotisme national. Moi, je suis passionnément patriote et je n'ai pas de leçon de patriotisme à recevoir ni de Mme Le Pen ni de M. Mélenchon. Mais dans le monde aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé de vous dire dans ces quelques phrases ou quelques slides, il faut être européen en plus d'être patriote. Et que le choix aujourd'hui, quand on regarde ce tableau, il n'est pas, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens que je viens de citer et d'autres, le choix il n'est pas entre la France et l'Europe, ou entre l'Allemagne et l'Europe. Elles vont ensemble. Le choix il est entre une Europe indépendante, européenne, souveraine, ou une Europe sous-traitante et sous influence. Voilà, voilà le choix. Et c'est le choix de l'avenir. Est-ce que je peux ajouter à cette constatation que, étant ensemble et répondant à cette question, oui, nous voulons rester à la table, et donc pour ça il faut être ensemble, avoir cette masse critique qu'évoquait Jean Monnet à une époque plus lointaine. C'est une autre question de savoir comment on est ensemble. Qu'est-ce qu'on doit changer à Bruxelles? Comment réduire la bureaucratie qui existe à Bruxelles? En cherchant bien d'ailleurs, on trouverait de la bureaucratie ailleurs qu'à Bruxelles, hein, probablement. Comment on peut augmenter la démocratie? Comment on peut, comme le disait M. Juncker, s'occuper davantage ensemble des grandes choses et un peu moins des petites choses?
éviter des textes qui pinaillent et qui enserrent ou qui encerclent la vie des gens. Il y a plein de choses à changer à Bruxelles. Et j'ai pas mal d'idées de ce point de vue-là, au-delà de ce que j'ai essayé de faire quand j'étais en responsabilité. Mais on peut changer plein de choses, on peut poser tous les débats, s'interroger sur la manière de travailler ensemble. Ça n'enlève rien à la question que pose ce tableau, à la nécessité d'être ensemble. Voilà. Et d'être ensemble dans une union qui ne soit pas seulement un supermarché, qui soit aussi une union capable d'organiser sérieusement, plus sérieusement qu'on l'a fait dans le passé, la gestion des frontières communes, d'organiser un jour, comme ça paraît être le cas, Nicole le dirait mieux que moi, de nouvelles étapes pour une défense européenne et une prise en compte de notre sécurité commune, maîtriser les flux d'immigration, augmenter les investissements, se protéger. Ça ne veut pas dire le protectionnisme, d'ailleurs, se protéger. Moi, je ne suis pas protectionniste, même si je pense qu'on a été souvent naïf en tant qu'Européens. Je pense que la bonne protection, c'est d'investir ensemble dans la recherche, dans l'innovation, dans l'investissement productif. Voilà, les questions sont ouvertes et je suis prêt à tous les débats, à toutes les confrontations sur comment on peut mieux faire fonctionner cet ensemble. Mais jamais en laissant se développer l'idée que ça serait mieux d'être chacun chez soi ou chacun pour soi. Parce que chacun chez soi, chacun pour soi, on est éjecté. Voilà, je suis sûr de ça. Voilà le contexte dans lequel les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne. Et je voudrais dire quelques mots de cette négociation et de cet enjeu. Non sans dire une chose à propos du Brexit, c'est que quand on parle du Brexit, il y a évidemment les conséquences du Brexit qu'il faut gérer, et c'est ma responsabilité de les gérer en partie dans cette négociation sous le contrôle des chefs d'État et de gouvernement dont je suis le négociateur et du Parlement européen avec lequel je travaille, et aussi sous le contrôle des parlements nationaux. C'est pour ça que ce matin j'étais dans 2 longues auditions au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a les conséquences du Brexit, que je gère en grande partie dans cette négociation, pas toutes, et puis il y a les leçons du Brexit. Les raisons pour lesquelles une majorité de citoyens britanniques ont voté pour quitter l'Union. Et je recommande de ne pas passer cette question par pertes et profits. Je recommande, tout en gérant cette négociation, qu'on s'interroge sur les raisons des électeurs britanniques, qu'on essaye de comprendre. Qu'on essaye de comprendre aussi pourquoi, dans certaines régions françaises, Mme Le Pen a réuni 45 ou 49% des voix, quand ce n'est pas plus. Ne pas confondre le populisme avec le sentiment populaire. Écoutez le sentiment populaire. L'autre jour, un analyste politique me montrait des courbes qui sont à peu près les mêmes pour les gens qui ont voté dans certaines régions britanniques pour le Brexit que celles de gens qui ont voté ou qui votent pour l'extrême droite et parfois l'extrême gauche en France. Et ces courbes sont intéressantes parce que ces courbes de vote, elles suivent 3 autres courbes à peu près parallèlement. La courbe du chômage, de l'emploi, la courbe de la distance de votre domicile à une gare et la courbe de la distance de votre domicile à un médecin. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que les gens qui ont voté ou qui expriment une souffrance sociale, une angoisse, une colère, votent pour ces partis populistes en exprimant le sentiment d'être exclus, d'être oubliés, d'être condamnés par la mondialisation. Et c'est une partie du vote britannique de voter contre la mondialisation en pensant voter contre la mondialisation ou ses excès et en sortant de l'Europe. Voilà, je recommande de ne pas confondre le populisme et le sentiment populaire et que dans ce qui concerne l'avenir de l'Europe, on change ce qui doit être changé, on réforme ce qui doit l'être pour apporter des réponses. Et il y a des réponses, mesdames et messieurs.
vous en trouverez un certain nombre dans le discours important prononcé par le président de la République à la Sorbonne il y a quelques jours. Il y a des réponses pour que l'Europe protège davantage en étant moins naïve, se donne les outils d'une politique industrielle qu'elle s'est toujours refusée à avoir, considérant que c'était l'affaire de chaque pays. Et alors, chaque pays s'est débrouillé avec sa politique industrielle et on voit ce que ça donne. Des pays comme l'Allemagne ou l'Italie qui ont gardé une industrie, les pays nordiques, d'autres, le Royaume-Uni, la France, qui l'ont laissé filer progressivement, en vendant, en dépeçant, en laissant se désertifier. Et ça, c'est une des raisons du vote que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des politiques européennes qui doivent mieux protéger. Quand le président de la République dit, par exemple, que l'Europe doit au moins connaître, avant de contrôler les investissements étrangers sur notre continent, savoir qui achète quoi, quels actifs stratégiques sont achetés et par qui, je pense qu'il a raison. Et donc il y a des choses à changer à Bruxelles, comme on vient de le faire sur la directive détachement des travailleurs, pour qu'elle soit mieux appliquée et mieux utilisée. Il y a des politiques à changer au niveau national, retrouver une ambition industrielle qu'on a abandonnée dans ce pays. Il y a des réponses à apporter au niveau régional, les trains, les circuits courts, profitant aux productions agricoles, les réseaux Internet pour lutter contre la désertification numérique. Il y a des réponses à tous les niveaux qu'il faut apporter. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle les leçons du Brexit. Et c'est urgent. Et c'est urgent. Et il me semble que et le président de la Commission, dans son discours sur l'état de l'Union à Strasbourg il y a quelques semaines, et le président de la République française, et je sais que c'est aussi les convictions de la chancelière allemande et d'autres dirigeants, vont dans ce sens. Ce que j'ai ressenti en commençant ma mission de négociateur et en allant rendre compte des débuts de mon travail et écouter les chefs d'État qui m'ont mandaté, les uns après les autres, les chefs de gouvernement, je les ai tous rencontrés dans leur bureau. C'est à la suite du Brexit, en raison du contexte géopolitique que j'évoquais tout à l'heure, les dangers, les attentats, le chômage, et naturellement aussi dans ce contexte global, les déclarations nouvelles, si je puis dire, du président américain, du nouveau président américain, parlant d'une manière de l'Europe qu'on n'avait jamais entendue dans la bouche d'un président américain depuis 1950. Tout cela a créé une sorte de sentiment collectif de responsabilité des chefs de gouvernement, des chefs d'État. Et quelque part, le Brexit est un des éléments de ce nouveau contexte, le sentiment qu'il faut se prendre en main. Comme je l'ai dit tout à l'heure, personne ne viendra faire à notre place ce que nous ne ferons pas pour nous-mêmes. Personne. Et donc, c'était le temps de ce que j'appelle un nouveau volontarisme européen. Là, nous y sommes. Et dans ce contexte, je redis, comme Mme Merkel l'a dit, que l'avenir de l'Europe, ce que je viens de vous dire trop sommairement, est bien plus important que le Brexit. Bien plus important. Il faut traiter cette question du Brexit. Je regrette profondément le vote britannique. Le paradoxe d'ailleurs, pour tout vous dire, dans cette mission qui m'est confiée depuis un an, c'est que je me souviens, moi, de mon premier vote de jeunes citoyens français. À l'époque, on votait à 21 ans, vous vous en souvenez, hein, pas à 18. Et bon, j'avais 21 ans, précisément, vous pouvez faire le calcul comme ça, en 72. Ce qui explique mes cheveux blancs. Et en 72, M. Pompidou, le président de la République française, a organisé un référendum pour l'adhésion de 4 pays à l'Europe, à l'Union européenne. Le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark et la Norvège. Et donc un vote populaire. Et ça a été... j'étais déjà militant gaulliste, mais j'ai fait une campagne pour le oui. Ce n'était pas si évident d'ailleurs, parce que tout le monde n'était pas d'accord dans mon propre parti. Et je n'ai jamais regretté ce vote, parce que je pense que l'union fait la force, comme je pense que ce départ est un affaiblissement collectif. Et j'ai toujours été respectueux de ce premier vote que j'avais fait. Mais nous le regrettons, mais nous le respectons. Et donc nous mettons en œuvre cette décision avec toutes ses conséquences.
Brexit, le fait de quitter l'Union européenne a des conséquences innombrables. 44 années d'intégration, des centaines et des centaines de lois élaborées et appliquées ensemble. Je ne compte pas le nombre de pages de traités ou de lois que les Britanniques ont choisi de quitter. Le fait qu'un millier à peu près de traités internationaux ont été signés ensemble et que les Britanniques vont, au moins pour 750 d'entre eux, les quitter mécaniquement. Ils quittent mécaniquement Euratom. Euratom, c'est un organisme que vous connaissez qui est très important puisque notamment il gère en commun et il surveille en commun la gestion, l'utilisation des matières fissiles, matières nucléaires qu'on utilise dans les centrales nucléaires et dans les hôpitaux. Ça veut dire, mécaniquement, c'est juridique. Le fait d'être hors de l'Union européenne vous fait perdre cette qualité de membre d'Euratom. Et donc ça veut dire que le Royaume-Uni va devoir se doter d'une institution, d'un outil de gestion propre, national, de ces matières nucléaires. Il quitte Europol. Il quitte l'Agence de défense européenne. En quittant les 750 traités que j'évoque, ils vont naturellement devoir en renégocier. Pour leur part, seule, nationale, avec tous les partenaires, tous les pays tiers. Et donc reconstruire une administration qu'ils n'ont pas, que nous n'avons pas, puisque c'est Bruxelles qui négocie depuis le début de la construction européenne. La politique commerciale est une politique européenne. Et donc, je dis ça en pensant à tous ceux qui critiquent la bureaucratie bruxelloise. Elle existe parce qu'elle se substitue, elle remplace, dans les politiques qu'on a mis ensemble, qu'on a mutualisées, elle remplace les politiques ou les administrations nationales qui ont du coup été réduites ou qui n'existent plus. Le Royaume-Uni va devoir se doter d'une capacité administrative de négociation commerciale qu'il n'a pas. Voilà. Des conséquences innombrables sur le plan humain, social, juridique, financier, technique, économique. Des conséquences qui ont été souvent pas ou mal expliquées et qui ont été sous-estimées, mais qu'il faut maintenant assumer. Notamment ceux qui ont pris cette décision, qui ont conduit ce vote du Brexit, doivent assumer. Et ce n'est pas nous qui allons assumer les conséquences d'une décision que nous n'avons pas prise. Je disais l'autre jour à M. Farage au Parlement européen, c'est vous qui quittez, ce n'est pas nous. Donc ne nous demandez pas d'assumer ou de payer les conséquences, même si on sait qu'il y aura des conséquences chez nous. Et ne nous demandez pas de changer ou d'abîmer ou de fragiliser le projet européen parce que vous l'abandonnez ou le quittez. Cette décision britannique a provoqué, comme je n'ai pas d'expérience personnelle en matière de séparation, de divorce, mais beaucoup d'amis en ont, comme malheureusement autour de nous, et tous m'ont dit que c'était une séparation, quelque chose qui était toujours désagréable et qui coûtait cher. Hein. Nous sommes là, dans cette période, qui n'est pas la plus agréable de la négociation, qui consiste à organiser cette séparation et ce divorce. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait le choix de traiter et de dire aux Britanniques qu'on traitera d'abord les sujets de ce divorce et de cette séparation. C'est-à-dire les sujets où la décision de quitter l'Union crée de l'incertitude, beaucoup d'incertitude, parfois de l'angoisse. Et il y a au moins 3 grands sujets que je vais rappeler télégraphiquement. 1, les citoyens, c'est notre priorité. 2, les bénéficiaires des politiques européennes. 3, les frontières. Et je vais, en mettant cette slide là, dire quelques mots de ces 3 grands sujets. Les citoyens, c'est notre priorité. Le fait de quitter l'Union européenne change la situation de tous les résidents de part et d'autre, et au total de 4,5 millions de personnes qui sont dans l'incertitude de leur statut. 3,5 millions de citoyens européens des 27 pays, beaucoup de Français, qui vivent, travaillent au Royaume-Uni, et 1 200 000 à 300 000 citoyens britanniques qui vivent, travaillent, aussi beaucoup de retraités
dans l'un ou l'autre des 27 pays de l'Union. Tous ces gens ne savent pas si leurs droits de résidence seront garantis, leurs droits à pension, leurs droits à prestations sociales, regroupement familial, la portabilité des prestations sociales. Donc l'objectif de cette négociation, sur lequel nous sommes d'accord avec les Britanniques, c'est de sécuriser les droits de toutes ces personnes, 4,5 millions de personnes et leurs familles, qui auront été acquis jusqu'au jour du Brexit, c'est-à-dire le 29 mars 2019, puisque ce jour-là, mesdames et messieurs, de toute façon, à minuit, Madame May dit à 11 h, mais c'est l'heure de Big Ben, moi je dis l'heure de Bruxelles, minuit, le 29 mars à minuit, le Royaume-Uni devient un pays tiers. Tous les droits qui auront été acquis jusqu'à cette date doivent être garantis et sécurisés. Et sécurisés dans la durée de la vie des gens, jusqu'au bout de leur vie. Je parle des droits acquis jusqu'à ce jour-là. Et donc nous avons là un chantier qui a été bien engagé, mais nous ne sommes pas au bout. J'espère dans les toutes prochaines semaines aboutir sur des sujets qui restent encore en suspens. Je peux prendre quelques exemples. Le regroupement familial. Il s'agit non seulement de sécuriser les droits à regrouper sa famille quand on habite dans le continent européen ou au Royaume-Uni, avec ses parents ou ses enfants. Mais il y a des problèmes. J'indique simplement un des problèmes pour vous montrer, en rentrant dans les détails, de quoi il s'agit. Une personne au Royaume-Uni mariée avec une Française ou un Suédois qui a un enfant divorce après le Brexit. Cette personne vit au Royaume-Uni avec son enfant. Et puis, quelques années plus tard, va refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Avoir un enfant avec ce quelqu'un d'autre, qu'on ne connaît pas encore. Vous voyez bien que la situation juridique de ce nouvel enfant, demi-sœur ou demi-frère du premier, ne peut pas être différente. Sinon, on crée une discrimination. Donc voilà ce genre de... Nous voulons sécuriser ces droits-là. Nous voulons sécuriser la capacité d'emporter ces prestations sociales. Et nous y avons beaucoup travaillé, mais par exemple, nous avons un désaccord actuellement sur la question de la portabilité, de la capacité d'emmener, après avoir cotisé pendant 15 ou 20 ans au Royaume-Uni, d'emmener par exemple ses droits à allocation familiale. Et puis ces droits, une fois qu'on sera d'accord sur les gens et sur la nature de ces droits, il faut aussi en garantir l'application. Et nous demandons, c'est un point de désaccord avec les Britanniques, que la Cour de justice européenne puisse être saisie, que sa jurisprudence puisse être appelée pour garantir une interprétation identique, cohérente, de part et d'autre du Channel, selon qu'on est sous une cour britannique ou une cour européenne. Voilà. Ça, c'est le chantier prioritaire pour nous, celui des hommes et des femmes, et de toutes les conséquences que le Brexit a pour eux. C'est une toute autre question, je le dis en passant, que celle de ce qui se passera après le Brexit, quand il y a des gens qui bougeront, ou qui iront au Royaume-Uni, ou qui viendront du Royaume-Uni en Europe, parce que là, le Royaume-Uni sera un pays tiers. Et donc c'est une question qui sera liée à la politique d'immigration du Royaume-Uni et à la nôtre. Et là, nous voulons parler des gens qui ont fait un choix de vie, d'ores et déjà, avant le Brexit, et que nous voulons sécuriser. Deuxième sujet d'incertitude, les frontières. Il y a deux endroits où le départ britannique fait bouger les frontières du marché unique et de l'Union européenne, avec des conséquences. C'est Chypre, où il y a actuellement 2 bases militaires britanniques au milieu de Chypre, membres de l'Union européenne, et qui vont rester un territoire sous souveraineté britannique, avec d'ailleurs dans ce territoire non seulement des bases militaires, mais des villages. Et donc nous allons trouver le moyen d'assurer le contrôle des personnes et des marchandises, comme c'est normal pour le marché unique. Le problème le plus sensible n'est pas là. Le problème le plus sensible est évidemment en Irlande, où s'est déroulé il n'y a pas si longtemps un conflit entre catholiques et protestants en Irlande du Nord, extrêmement grave et violent. Et grâce à des hommes courageux, des femmes courageuses, ce conflit a été éteint et on a
établi le dialogue et la paix en Irlande du Nord, à travers deux engagements. L'un est plus ancien, mais il a été reconsolidé, c'est ce qu'on appelle le Common Travel Area, qui date de 1922, et l'autre, plus récent, au terme de ce conflit, en 1998, qui s'appelle le Good Friday Agreement. Et au terme de ces deux engagements, dont le Royaume-Uni est co-garant, la République d'Irlande, on a des dizaines et des dizaines de coopérations entre le Nord et le Sud pour consolider le dialogue entre les différentes communautés. Et ça ne concerne pas seulement les marchandises ou les douanes, mais ça concerne la sécurité, l'environnement, l'éducation, la santé, l'agriculture, etc. La plupart de ces points de coopération, de ces sujets de coopération, sont soutenus dans le cadre du droit européen, sont soutenus par des politiques européennes et par les budgets européens. Nous avons d'ailleurs un programme européen qui s'appelle le programme PEACE, très lourd, qui finance ces coopérations. Et donc le retrait du Royaume-Uni qui va sortir de l'Union, sortir du droit européen, sortir des politiques européennes, remet en cause ou peut remettre en cause beaucoup de ces coopérations. Et donc avec le Royaume-Uni, nous travaillons pour faire une lecture commune de ces documents et ensuite nous déclinerons les responsabilités pour assurer en Irlande ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'île d'Irlande, une liberté de circulation totale. Il n'y a pas de frontières aujourd'hui. Et vous passez de la République d'Irlande à l'Ulster, c'est-à-dire en Royaume-Uni, comme vous traversez cette salle. Moi, je l'ai fait il y a quelques semaines dans un champ. J'étais d'un côté du champ en République d'Irlande et de l'autre côté, j'étais au Royaume-Uni. Et tout le monde circule, les hommes, les femmes, les marchandises, les animaux, les services. Et pourtant, nous allons devoir assurer des contrôles, comme c'est la règle dans le marché unique, avec ce qui rentre et qui sort du marché unique, sans pour autant reconstruire de frontières. Voilà le deuxième défi. Le troisième défi, il vous concerne comme contribuable, peut-être comme étudiant, c'est tous ceux qui bénéficient des politiques européennes, d'un budget de plusieurs centaines de milliards que nous avons décidé de construire ensemble, auquel nous participons. Sachez simplement que ce budget est décidé, non pas comme en France, sur la règle de l'annualité budgétaire, mais sur des périodes de 7 ans. Et donc tous les 7 ans, il y a un grand débat très dur où les Européens, les dirigeants, le Parlement décident des politiques et décident des budgets qui accompagnent ces politiques. L'agriculture, la PAC, les politiques européennes structurelles qu'avait voulu Jacques Delors, la politique régionale, les universités, Erasmus, la politique de défense et bien d'autres encore, les transports. Et nous décidons tous ensemble, chaque Premier ministre signe, M. Cameron a signé en 2014, les parlements nationaux, le Parlement britannique approuve l'engagement pluriannuel. Il n'est pas question qu'on paye à 27 ce qui a été décidé à 28 pour cette période qui n'est pas finie. Même si les Britanniques quittent 2 ans avant la fin de la période, 2019-2020, ils vont partir début 2019, il n'est pas question qu'on paye les engagements pris à 28, qu'on les paye à 27. Et si nous ne trouvons pas un accord pour qu'ils contribuent sur la base des engagements qu'ils ont pris, et dont ils bénéficient aussi, jusqu'au bout, naturellement, les universités britanniques, les agriculteurs britanniques, etc., alors la seule option serait de couper les programmes. Et c'est ça que nous voulons éviter. Donc nous demandons aux Britanniques de continuer jusqu'au bout à assumer, pour cette période-là, leurs engagements. Après, c'est une autre histoire. Après 2020, quand ils seront partis, nous serons 27 et nous devrons faire à 27. Il manquera 10 milliards par an. Le budget britannique net apporté à l'Europe, compte tenu de ce qu'ils reçoivent et de ce qu'ils donnent, compte tenu de leur chèque de retour aussi, c'est 10 milliards nets par an. Ça, c'est notre problème après. Mais pour le moment, s'agissant des engagements qu'ils ont pris, nous voulons qu'ils les tiennent et c'est l'objet du 3e chapitre de négociation que j'essaye de conclure dans les prochaines semaines. Je n'en dirai pas plus parce que je suis dans la négociation, donc je ne m'en voudrais pas d'essayer de trouver. Alors après, il y a des conséquences différentes
qui sont non pas pour la négociation, mais je les ai mises à la fin de cette slide pour vous faire comprendre que parmi toutes les conséquences innombrables, il y a le fait, par exemple, que 2 agences européennes importantes sont à Londres, elles vont quitter Londres. L'agence du médicament, 1000 personnes y travaillent, c'est la certification de tous les médicaments européens en commun, et l'agence de supervision des banques, qui va quitter Londres aussi, mécaniquement. Plus le fait qu'il y a 70 sièges environ de députés européens qui vont être libérés, il va falloir savoir si on les... Mais ça, ce n'est pas une décision pour la négociation. C'est une décision pour les 27 gouvernements et le Parlement européen. Voilà. Nous avons, je termine télégraphiquement, une négociation en plusieurs phases avec l'idée qu'en décembre prochain, en moins d'1 mois, nous devons aboutir à un accord sur cette première phase que je viens de vous décrire, sur les sujets du divorce, les sujets de la séparation, pour qu'elle soit ordonnée, et après quoi nous commencerons une deuxième négociation. Nous finaliserons le dossier juridique sur le traité du Brexit et nous commencerons en parallèle une négociation, j'espère le plus tôt possible, mais seulement après un accord sur la première phase, sur la future relation que nous aurons avec ce pays tiers, sachant que quand on regarde les lignes rouges britanniques, nous sortons de l'Union, nous sortons du marché unique parce que nous ne voulons pas respecter les 4 libertés, notamment la liberté de circulation, qui est fondamentalement liée au marché unique. Nous voulons retrouver, disent-ils, notre liberté de négocier des accords commerciaux avec tous les pays du monde. Donc nous ne voulons plus de la politique commerciale européenne. Donc nous sortons de l'union douanière. Quand vous appliquez ces lignes rouges avec nos modèles, ça peut... Enfin, c'est pas très clair parce que c'est trop détaillé, mais les couleurs sont déjà visibles. Et ces couleurs montrent le niveau d'intégration que nous avons avec des pays tiers depuis la Norvège, qui est le pays le plus intégré, qui n'est pas dans l'Union, mais qui a choisi d'être dans le marché unique et d'en respecter toutes les règles, les 4 libertés, les règles du marché unique, de payer à la solidarité européenne, jusqu'à des modèles de pays tiers qui n'ont pas vraiment d'accord avec nous, en passant par la Suisse, le Canada, récemment avec un accord de libre-échange, l'Ukraine. Là, je vous ai mis juste les différents modèles de... Quand vous appliquez ce tableau qui montre les modèles de coopération avec des pays tiers, et que vous appliquez le tableau britannique de ces lignes rouges, en fait, vous ne trouvez qu'une seule possibilité de négociation pour l'avenir économique de nos relations avec le Royaume-Uni, c'est le modèle du Canada, avec lequel nous avons signé un accord de libre-échange. Et donc, c'est sur la ligne actuelle du gouvernement britannique, clairement, un accord commercial du type Canada ou Corée du Sud que nous allons négocier pour éviter des tarifs. Mais naturellement, ça va changer beaucoup de choses. Il y aura des contrôles aux frontières. On doit contrôler les règles d'origine, les normes, les standards. Et donc, il y aura une situation qui sera différente pour beaucoup des flux économiques. Il y a une autre chose qui est importante à dire dans le débat public sur cette négociation à ce moment-là, qui n'est pas venue. On va commencer cette discussion-là début de l'année prochaine et on va la poursuivre pendant 2 ou 3 ans. Et cet accord futur, comme d'autres accords que nous aurons avec le Royaume-Uni pour les universités, coopération évidente, pour les questions de sécurité des citoyens, l'espace judiciaire, pour la défense ou la sécurité extérieure, pour la politique étrangère, on aura plusieurs accords. Tous ces accords auront une base juridique différente de celle que j'utilise actuellement pour les négociations du divorce. Tous ces accords seront sur une base juridique qui, à coup sûr ou probablement, exigera, parce qu'elles auront un caractère mixte, comme on dit dans le jargon européen, une ratification non seulement des institutions européennes, du Parlement européen, du Conseil des ministres, mais de chaque Parlement national. Et là, vous voyez bien pourquoi ils font un débat public. Pourquoi je suis content de vous expliquer tout ça, comme ça, franchement, parce que ça vous concerne. Ça concerne chacun des pays de notre Union européenne, les parlementaires, les syndicats, le patronat, les associations. Pourquoi ça les concerne? Parce que cet accord sera de même nature que celui que nous avons avec le Canada, mais la négociation sera différente. Nous avons déjà signé dans l'histoire de l'Europe
30 accords de libre-échange avec des pays du monde entier. Je vous ai parlé du Canada, la Corée du Sud, le Japon en ce moment, pour faciliter les échanges, réciproquement. Tous ces accords, chacun de ces accords, a été négocié dans un processus de convergence réglementaire avec ces pays. Nous avons convergé les uns vers les autres pour mieux commercer. Dans le cas du Royaume-Uni, c'est le contraire qui va se produire. Nous sommes totalement intégrés, après 44 ans de marché unique, et ils vont diverger, mécaniquement. Et la question qui se pose à tout citoyen et à tout acteur économique ou social, c'est qu'est-ce que devient cette divergence ? Est-ce qu'elle est maîtrisée, raisonnable, contrôlée par qui? C'est un pays tiers dont je parle, un pays indépendant qui n'accepte plus la Cour de justice, qui n'accepte plus les mêmes outils de régulation, de supervision que les Européens. Ou est-ce que cette divergence devient un outil de compétition réglementaire, de concurrence réglementaire, de dumping contre les droits sociaux, contre les droits environnementaux, contre les droits des consommateurs, contre un certain fair-play fiscal, si je puis dire? Je ne réponds pas à cette question, je la pose. Et nous allons la poser parce que nous avons besoin d'une réponse des Britanniques. Car ça oriente la réponse qu'ils apporteront, la nature de notre accord et la dimension de notre accord. Nous n'accepterons pas le dumping contre nous. Et quand je dis nous n'accepterons pas, c'est les citoyens qui n'accepteraient pas. Les parlementaires nationaux saisis d'un traité de ratification qui dirait non, on n'est pas sûr. Donc il faut garantir que cette nouvelle relation avec les Britanniques que nous souhaitons ne sera pas accompagnée de dumping. Voilà. Je dis ça avec des raisons parce que j'ai entendu plusieurs dirigeants, et pas les moindres du Royaume-Uni, nous menacer de ce dumping. Il y a 8 jours à peine, le ministre américain, M. Ross, du commerce, est venu à Londres la semaine dernière. Et il a dit aux Anglais, nous souhaitons avec vous un accord de libre-échange très ambitieux, spécifique, compte tenu de relations entre Américains et Anglais depuis très longtemps, particulier. Vous devez converger vers nous, et pour ça, vous devez diverger de l'Europe. Et il a donné 1 ou 2 exemples. Et il se trouve que moi, j'ai été ministre de l'Agriculture de la France, donc je m'intéresse à ce sujet aussi. Il a donné l'exemple des poulets chlorés, que les Américains produisent et exportent un peu partout. Sauf chez nous, parce qu'on ne les veut pas. Vous savez que les Américains ont une technique différente de la nôtre. Nous, quand on fabrique des poulets, quand on les élève, disons, on a un système, à toutes les étapes du processus d'élevage, on a des étapes de contrôle sanitaire assez sérieux. Eux, ils n'ont pas ce système à toutes les étapes, ils ont un système plus simple qui consiste à plonger le poulet à la fin dans de l'eau chlorée. Ce n'est pas notre modèle alimentaire. Je pourrais parler du clonage, je pourrais parler des OGM. Enfin, on va pas accepter, mesdames et messieurs, de modifier notre régime, notre modèle alimentaire. Et je pourrais dire la même chose du modèle social, je pourrais dire la même chose de l'économie sociale de marché, je pourrais dire la même chose de la régulation financière, parce que les Britanniques s'en vont. On ne va pas accepter ça. Parce que derrière ces réglementations communes qu'on a construites depuis 40 ans, il y a des choix de société, même si parfois on les explique mal en France. On a un choix, on a un modèle d'alimentation, diversité, qualité, certification, traçabilité, qui n'existe pas dans les autres régions du monde. À ce stade-là, on a un modèle de régulation financière, on a un modèle de protection sociale. Nous tenons à ce modèle, nous en payons le prix d'ailleurs. Et on ne va pas accepter, sous le prétexte que les Britanniques s'en vont, directement ou indirectement, que ce modèle soit mis en cause. Voilà. C'est ça qui est aussi derrière la négociation dont je vous ai parlé. Je voudrais conclure en vous montrant 3 personnages que je respecte ou que j'admire et qui ont dit des choses qui sont, quelle que soit l'époque, toujours vraies. Voilà. D'abord, Robert Schuman, dont j'ai eu l'honneur d'occuper le bureau au Quai d'Orsay pendant quelque temps, qui était ministre des Affaires étrangères au moment où
il a, avec Jean Monnet et quelques autres hommes d'État, Di Gasperi, Schuman, Adenauer, lancé la première étape de la construction européenne. Voilà. Cette promesse de paix a été tenue. Et je me permets de dire ça simplement parce que je pense que c'est fragile. Et que lorsqu'on regarde tout autour de nous, là où il n'y a pas la construction européenne, là où il n'y a pas l'Union européenne avec la nécessité de se tenir bien entre nous, de respecter des règles, eh bien, ce n'est pas toujours la démocratie et c'est quelquefois la guerre, hein, comme on l'a vu dans les Balkans et comme on le voit autour de la Méditerranée. Voilà, un deuxième personnage que j'admire, qui est le président, enfin l'ancien président américain, est venu un jour en Europe, il y a quelques mois avant son départ de la Maison-Blanche, et a dit ceci. Voilà. Est-ce qu'il faut que ce soit le président des États-Unis, enfin l'ancien, qui nous explique à quel point on a eu cette audace et cette raison d'être ensemble? Pourquoi on est obligé d'écouter un président américain nous dire que ce qu'on a fait en mutualisant 28 nations, en les mettant ensemble, tout en respectant leur identité nationale, contrairement à ce qu'on raconte. C'est pour ça que l'Europe est quelquefois compliquée. On fait une Europe unie qui ne veut pas être uniforme. Unie, pas uniforme. Mais on a quand même réussi à faire ce projet à l'échelle du continent. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, sauf du temps des dictatures ou des empires. Et il n'y a pas d'autre exemple dans le reste du monde d'un continent qui s'organise de cette manière-là. Voilà. Et puis, enfin, j'ai commencé en citant Angela Merkel. Je vais maintenant terminer avec elle. C'est une phrase qui montre ou qui explique le tableau, vous savez, le fameux tableau de Cameron. Voilà. Et qui me permet de dire que tout en étant passionnément patriote et français, ou d'autres nationalités, comme sans doute c'est le cas pour certains d'entre vous, ce que nous ne ferons pas pour l'Union européenne, et pour notre pays qui en fait partie, personne ne viendra le faire à notre place. Voilà. Merci de votre attention. Merci infiniment pour ce tableau et cette vision militante d'un avenir européen un peu plus raisonnable que les temps que nous vivons aujourd'hui. Et moi, à vous écouter, j'avais en tête ce vers d'Aragon, on vit des temps déraisonnables, c'est-à-dire on a l'impression que le monde marche sur la tête, que la grande puissance qu'était la Grande-Bretagne est en train de vivre un suicide collectif, et on se demande jusqu'où le monde va rester irrationnel. Et c'est ma question sur l'avenir, sur cette période 2030-2050. Moi, je partage complètement tout ce que vous dites. Il faut qu'on soit à la table des négociations. Il faut qu'on puisse défendre une voie européenne. Il y a ce très beau vers de Fernando Pessoa qui disait « Il faut que l'Europe parle d'une seule voix, mais de toutes ses langues ». Je trouve que c'est une très belle formule. Donc moi, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est comment convaincre nos partenaires que c'est la seule solution? Parce que, vous le savez mieux que d'autres, certains États n'ont plus envie de compter dans l'histoire. D'autres États pensent que pour eux, leur seule façon de compter dans l'histoire, c'est d'être accrochés à la puissance américaine. Et donc, comment va-t-on convaincre? Est-ce que la France et l'Allemagne ensemble seront suffisamment puissantes pour arriver à convaincre nos partenaires qu'il faut rester à la table des négociations? Je ne vous ai pas posé des questions sur le Brexit parce que je suis sûr qu'il y en a à ça. Oui, j'ai demandé la permission de vous quitter vers 19h30 parce que j'ai, pour tout vous dire, un dernier engagement d'un dîner de travail ce soir. Donc je vous prie de m'excuser si je ne réponds pas à tout le monde. Mais je dirai un petit mot tout à l'heure de votre question. Hein. Alors, dans la salle. Vous avez un micro, non? On va monter là-haut, monsieur oui, mais vous je vous donne toujours la parole. Je vais changer un peu. Allez. Merci tout d'abord pour votre
engagement européen. Ça fait du bien. J'avais une question. Vous nous avez encore bien expliqué l'atrocité de ce Brexit, qui est d'une stupidité effrayante. Ma question est la suivante. Avez-vous ou pourriez-vous avoir un agenda caché pour essayer d'aider un certain nombre d'hommes politiques anglais de bon niveau à essayer de casser ce Brexit et d'essayer de faire en sorte qu'il n'ait pas lieu? Je pense que ça c'est tellement mieux pour tout le monde. Il monte. Oui, parce que tout ça est retransmis en direct et nous avons 120 étudiants dans un autre amphi qui nous écoutent. Merci. Vous m'entendez? Oui. Ma question est un peu liée à celle de monsieur, à savoir que j'ai cru lire que vous aviez déclaré il y a quelques jours au JDD qu'il fallait que nous nous attendions à ce qu'il n'y ait pas d'accord, d'accord sur le Brexit. Donc est-ce que vous pourriez préciser votre déclaration, puisque j'imagine que ce sont des propos qui ont peut-être été un peu sortis de leur contexte. Merci. On va en rester là pour l'instant, ces 3 premières questions. Juste pour ajouter, il y a aussi la phrase que vous connaissez sans doute de Jean-Louis Bourlange, qui est l'inverse de ce que dit Madame, qui disait « Avant, les Anglais avaient un pied dehors, un pied dedans. Après le Brexit, ils auront un pied dedans, un pied dehors. » Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité ? Si vous regardez sur Internet, j'ai fait une intervention en Italie, à Rome, il y a quelques jours, la semaine dernière, un discours auquel j'ai apporté beaucoup de soins pour expliquer les clés de cette négociation et aussi les limites. On ne peut pas être dedans et dehors. Nous n'accepterons pas qu'un pays puisse être dans le marché unique sans en respecter les contraintes. Ce ne serait pas correct ni juste à l'égard des pays de l'Union et aussi à l'égard des pays de l'espace économique européen, dont la Norvège, qui ne sont pas dans l'Union mais qui sont dans le marché unique parce qu'ils l'ont voulu et qui en respectent les règles. Donc il y aura pas de... on ne peut pas être dedans et dehors. Et c'est ce que... dans les règles de négociation qui m'ont été fixées, qui me seront confirmées de manière très stricte par les dirigeants européens, quelque chose qui est clair, l'intégrité du marché unique et l'autonomie de décision des 27 sur le fonctionnement de ce marché unique. Je prends les questions dans l'ordre inverse. J'ai dit dans le JDD clairement, que je travaillais pour trouver un accord, aux conditions que nous avons dites. Il ne s'agit pas de demander des concessions aux Britanniques, d'ailleurs nous ne voulons pas faire de concessions nous-mêmes, il s'agit de sécuriser. On ne fait pas de concessions sur les droits des citoyens, on ne fait pas de concessions sur les budgets européens, on demande de solder les comptes. On ne fait pas de concessions sur l'Irlande, ni les uns ni les autres, on veut avoir les conditions de rétablir ou de garder la stabilité sur cette île. Donc nous travaillons pour un accord, mais dans les options qui existent, il y a aussi l'idée, comme d'ailleurs certains au Royaume-Uni le souhaitent, je les écoute, qu'il n'y ait pas d'accord. Et donc, moi je travaille pour un accord, mon option est celle de trouver un accord, et ensuite sur ce Brexit, et ensuite de passer à la deuxième étape qui est de préparer sur la base de cet accord, et après cet accord, un futur partenariat, j'en ai décrit les différentes dimensions tout à l'heure avec le Royaume-Uni, mais s'il n'y a pas d'accord, il faut être prêt aussi. C'est ce que j'ai dit simplement. Se préparer au no deal, et d'ailleurs nous avons à la Commission européenne des services, c'est pas mon travail, ça, je ne suis pas en mesure de le faire, qui travaillent sur ce qu'on appelle un contingency planning, qui consiste à préparer les différentes administrations et les États membres, notamment sur la question de douane et autres, à être prêts à cette hypothèse. Et nous serons prêts, même si nous ne le souhaitons pas. Non, je n'ai pas d'agenda caché. Je ne peux pas avoir d'agenda caché. J'écoute le débat politique au Royaume-Uni, ma porte est ouverte, je reçois tout le monde. J'ai reçu il y a quelques jours l'ancien vice-premier ministre Nick Clegg, j'ai reçu Jeremy Corbyn 2 fois, je verrai sans doute M. Farage. Tout ça sont des points de vue assez différents d'ailleurs. Je ne négocie, tout en écoutant tout le monde,
qu'avec le gouvernement britannique et sous le contrôle des dirigeants européens. Donc j'écoute ce qui se dit, mais ce gouvernement, à la suite du référendum, il y a à peu près 500 jours maintenant, et d'ailleurs un certain temps après le référendum, nous a envoyé une lettre unilatéralement qui a enclenché le processus de négociation pour un temps limité de 2 ans. La lettre est arrivée en mars 2017 et la négociation se terminera en mars 2019. Le 29 mars à minuit, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne. Est-ce qu'il sort avec un accord, comme je le souhaite? Est-ce qu'il sort sans accord? On verra. Mais en tout cas, ils sortent. Voilà. Ils sortent de l'Union. S'il y a un accord, on peut imaginer d'ailleurs que pendant un temps très court, au-delà de leur sortie, il y a une période de transition dans laquelle on maintiendrait leur participation au marché unique pour donner à chacun le temps de se préparer. Et puis après, il y aura la nouvelle relation, le nouveau partenariat. Mais moi, je ne peux pas avoir d'agenda caché. Hein. J'écoute tout ce qui se dit, je regarde un débat très stimulant au Royaume-Uni, mais je négocie avec le gouvernement et je prends en compte ce qu'il me dit. Voilà. Et Nicole, sur votre question, évidemment, cette union est faite de 28 pays aujourd'hui, bientôt 27, qui ont des tailles différentes, des histoires différentes, souvent des histoires tragiques d'ailleurs, différentes ou communes, une économie de nature différente, des cultures, des langues, 24 langues. Et on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais ce que j'observe, c'est que sous l'impulsion de la Commission, qui joue son rôle, la Commission, c'est un peu comme un Premier ministre européen qui n'existe pas aujourd'hui. C'est un collective body, hein, c'est un collège de 28 personnes qui joue le rôle du Premier ministre européen, comme un Premier ministre propose des lois, des textes, des débats, et ensuite exécute les décisions de ceux qui décident. Et qui est-ce qui décide en Europe? Ce sont les 2 chambres, la Chambre des États, c'est-à-dire le Conseil des ministres, les conseils des ministres, et au-dessus le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, et puis la Chambre des citoyens, le Parlement européen. Et je vous prie de croire que c'est pas neutre, c'est-à-dire que ce sont 2 chambres qui décident vraiment. Moi, j'ai présenté comme commissaire européen pendant 5 ans, je vous dis, 40 textes de régulation financière, plus d'autres sur le marché intérieur. Je l'ai présenté au nom de la Commission qui en avait délibéré, qui est d'ailleurs un débat collégial assez intense. C'est pas non plus comme ça facile. Et puis une fois que la Commission a délibéré, elle fait une proposition que le commissaire concerné porte devant les ministres du secteur concerné, les finances, l'agriculture, l'environnement, et puis devant le Parlement européen. Voilà. Sur votre question, ce que j'ai ressenti dans cette période grave où nous sommes, c'est que Brexit, plus l'élection du président américain, plus le contexte géopolitique, ça a plutôt soudé tout le monde. Voilà ce que je pense. Ah, ça n'efface pas les différences, d'ailleurs elles sont utiles ces différences. Mais l'idée qu'il faut être ensemble et qu'on est plus fort ensemble, qu'on s'en sortira mieux ensemble, qu'on fera face mieux ensemble, cette idée, je crois, est plus forte qu'il y a 1 an ou 2. Alors, on peut encore prendre le micro. Alors, il y a un monsieur tout au milieu, là. Faut vous lancer le micro, là. Et puis, il y a Marine Arrival, voilà. Oui, bonsoir. Alors, juste, je vous ai entendu sur la nécessité d'une période de transition post-29 mars 2019 pour les entreprises. Ça, c'était une question, mais vous y avez répondu. La deuxième, c'était est-ce qu'on mesure les conséquences en termes de marché de l'éducation et de la recherche? Est-ce qu'il y en a et est-ce que ça se mesure? Voilà. Alors, oui. Peut-être une dernière question au fond, monsieur. Allez, vous n'êtes pas loin du micro. C'est votre chance.
Bonsoir. Vous avez très justement souligné que le Royaume-Uni... On n'entend rien du tout. Pardon, vous avez très justement souligné que le Royaume-Uni va devenir un pays tiers. La relation des entreprises va changer. Je souhaite savoir si vous avez commencé à aborder le sujet de la normalisation et quelles sont les pistes envisagées. La normalisation de quoi? Pour qui? Normalisation pour les entreprises dans les échanges avec les entreprises, entre les entreprises britanniques et les entreprises européennes. Allez, tiens. Je peux juste ajouter une question très technique, mais est-ce que les Irlandais sont associés à la partie de la négociation qui s'occupe justement de leurs frontières et de leur avenir ou pas? Alors, je suis le négociateur de l'Union européenne et donc, évidemment, de tous les pays de l'Union, dont le gouvernement irlandais, et sur cette question en particulier. Voilà. La normalisation, on va avoir du côté britannique, devenu pays tiers, un organisme, je ne sais pas lequel, qui va faire de la normalisation, qui va faire de la certification de produits. C'est tout le problème d'ailleurs dans ces échanges. Et nous aurons, nous garderons nos outils de certification européens et communs. Je lisais l'autre jour dans un papier britannique qui nous a été transmis sur un sujet très spécifique qui est celui dans la négociation du Brexit. Il y a beaucoup de grands sujets comme ceux que j'ai évoqués, puis il y en a beaucoup de plus petits mais qui ne sont pas négligeables. La question, par exemple, des produits qui sont mis sur le marché avant le Brexit. Ça, c'est un problème qu'il faut traiter conjoncturellement. Il y a des tas de produits qui sont produits avant le Brexit, maintenant ou l'année prochaine, et qui vont continuer leur vie de produit après. Il faut simplement définir le statut juridique, alors que le Royaume-Uni, où ils sont envoyés ou d'où ils viennent, ces produits avant le Brexit, sera devenu un pays tiers entre-temps. À la faveur de cette note que j'ai faite sur cette question très précise, les Britanniques ont fait une note sur leur position, et puis je lis dans cette note l'idée que, à propos de la normalisation, de la certification, on pourrait avoir un système commun, permanent, d'équivalent général. C'est une jolie musique, hein. Un jour, au Conseil des ministres, comme ça, non, j'ai fait partie, mais il y a très longtemps, il y a un ministre qui est arrivé, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais je vous raconte ça pour détendre l'atmosphère, qui est arrivé un peu ébouriffé, il n'était pas trop en retard, juste parce que les portes se ferment à 10 heures, mais il est arrivé un peu ébouriffé, il arrivait d'Afrique, et il avait oublié d'éteindre son portable, qui a sonné très fort en plein Conseil des ministres. Ça ne lui a pas pris 2 fois, je peux vous le dire. D'ailleurs, il n'est plus ministre depuis, mais c'est pour d'autres raisons. Voilà. Bon, c'est tout ce que... Et donc, ils disent on va faire de l'équivalent général. Pas question. Parce que si on fait ça, ça veut dire quoi? Qu'un produit librement dans un pays de l'Union européenne va demander la certification à l'organisme britannique qui va l'obtenir. Et puis ensuite, grâce à ce système général d'équivalence, ce produit peut être vendu avec la certification britannique dans toute l'Europe. Il n'y a plus de marché intérieur. Donc on ne va pas faire ça. Donc la normalisation, elle restera la nôtre pour tous les produits européens. Et on contrôlera, évidemment, pour la sécurité des consommateurs, parce qu'il s'agit de ça aussi, hein, ou des sécurités alimentaires, la sécurité tout court, les normes et les standards des produits qui arriveront chez nous. C'est précisément pourquoi, sauf si le Royaume-Uni choisissait de rester dans le marché unique et dans l'union douanière, comme il pourrait le faire, c'est le modèle norvégien plus, dans toute autre hypothèse, il n'y a pas de relation frictionless, comme on dit en anglais. Il y a des frictions. Ça n'existe pas frictionless si on n'est pas dans le marché unique. Il y a des contrôles de normes, de standards, il y a des contrôles aussi liés à ce qu'on appelle les règles d'origine, pour dans chaque produit vérifier d'où viennent les composants du produit, hein, selon la nature des relations qu'on a établies avec le pays où sont fabriqués ces produits. Je ne vais pas, à l'heure qu'il est, débattre
dans le détail de ces enjeux de sécurité et de défense qui sont pour moi majeurs. Et pour nous, je n'imagine pas qu'on puisse, dans le long terme, assurer la stabilité de notre continent sans une coopération bilatérale entre l'Union européenne et le Royaume-Uni en matière de défense et de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Je n'évoque pas les coopérations bilatérales qui existent déjà entre deux pays, comme la France et le Royaume-Uni, comme l'Allemagne et le Royaume-Uni. Il y a des coopérations bilatérales qui vont continuer. Je n'évoque pas non plus ce que nous faisons, ce que nous continuerons de faire dans l'OTAN. Mais l'Union européenne est en train de franchir de nouvelles étapes pour sa propre défense. La Commission, d'ailleurs, l'a suggéré et proposé, comme le Fonds européen de défense, d'investissement, la coopération structurée qui vient d'être lancée cette semaine. Je peux imaginer, je peux souhaiter que dans la future relation que nous aurons, il y aura, y compris sur des programmes industriels, une coopération entre le Royaume-Uni, ses industries, sa politique et les Européens, tout en veillant à ce qu'on appelle l'autonomie stratégique et à l'autonomie de décision des Européens. Il ne s'agit pas de donner aux Britanniques qui seront sortis une influence qu'ils ont choisi de perdre en quittant l'Union sur notre propre politique. Mais cette règle étant bien comprise d'autonomie des décisions, je pense qu'il faudra qu'il ait d'intérêt commun de bâtir une coopération sujet par sujet. Il y a beaucoup de sujets en matière de défense différents, qui vont des échanges de renseignements, à la coopération structurée, à la politique industrielle, aux opérations elles-mêmes auxquelles les Britanniques participent et qu'ils conduisent quelquefois. Donc on prendra les sujets un par un et on appliquera sur chacun de ces sujets la règle du partenariat, de la coopération avec un pays tiers. Mais je suis favorable à ce que ce soit une dimension importante de la future relation avec le Royaume-Uni. Ça remet en cause la PESC? Non, pas du tout. La PESC, c'est la politique de sécurité commune des 27. Elle est même en train de se développer comme elle ne l'a jamais été dans les 15 ans passés. C'est-à-dire souvent on a observé des réticences britanniques qu'elle a développées. Et donc maintenant nous développons cette PESC à travers même un nouvel outil du traité qui est celui de la coopération structurée, qui est très exigeante. Plus de 20 pays vont se lancer dans des coopérations structurées et les Britanniques pourront, dans certaines conditions, coopérer avec ces nouveaux outils. Mais la PESC, il n'y a aucune raison de la changer et de la fragiliser. Voilà. Sur la transition, je n'ai pas de mandat pour négocier une transition, mais elle a été prévue dans les mandats du Conseil, dans ses principes. Et nous verrons si nous aboutissons à un accord sur la première étape, après quoi, si nous aboutissons, et comme le gouvernement britannique nous l'a demandé, nous allons réfléchir et répondre à cette question d'une période de transition qui sera courte et pendant laquelle on maintiendra la totalité de l'architecture de régulation et de supervision et le rôle de la Cour de justice. Dans l'avenir, et c'est bien qu'ici, au CNAM, je termine sur ce sujet, si je puis dire. C'est l'heure, hein. Voilà, ça va. Ça pourrait aller voir le journal. C'est bien que je termine sur votre question qui concerne les universités ou la recherche. Parce que, encore une fois, nous regrettons cette décision. Il y a beaucoup de sujets où, avec les Britanniques, on a fait de belles et de grandes choses. Et il ne faut pas se mettre dans l'idée que tout va s'arrêter ou que tout doit s'arrêter, même s'ils sortent de l'Union. Je rappelle que la situation britannique sera de toute façon différente et moins favorable que celle d'un pays membre. Ça, c'est la règle. Qui quitte l'Union, ils ne peuvent pas se retrouver dans une situation équivalente ou même supérieure à celle d'un pays membre de l'Union. Il y aura donc des différences qui seront clairement celles qu'ils ont voulues en quittant l'Union européenne. Mais, pour autant, comme en matière de défense, il y a des raisons de coopérer. Et par exemple, ce qu'on appelle le network entre les universités européennes qui font de la recherche croisée, qui échangent des chercheurs, des étudiants, il faudra trouver le moyen, c'est Horizon 2020, le cadre de cette coopération, trouver le moyen de poursuivre sous une autre forme et dans un autre cadre financier la coopération. Donc je pense qu'au-delà du pilier commerce, il y aura des coopérations de cette nature qu'il faudra construire, comme on en a déjà avec des pays tiers, Israël, la Suisse ou la Norvège, en matière universitaire,
il n'y a pas de raison de ne pas avoir une coopération avec les universités britanniques. Mais ce qui est clair, c'est qu'elle ne sera pas, cette coopération, dans le même cadre financier qu'aujourd'hui, ni le même cadre juridique. Voilà. Et puis, on aura d'autres coopérations en matière de sécurité intérieure et de défense et de sécurité, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. En tout cas, moi, je suis favorable à ce qu'on trouve le moyen, mais c'est une deuxième étape ou une troisième étape dans la négociation de maintenir certaines de ces coopérations. Voilà. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup, Michel Barnier. Je crois qu'ici, il y a un consensus pour vous souhaiter bonne chance. Et je n'ai aucun doute sur le fait que vous défendrez nos intérêts.